Comment faire peur à papa? Mon père est l'homme le plus effrayant que j'ai jamais connu. Et lorsqu'il est armé d'une bouteille de bière, il atteint des niveaux cauchemardesques. Le simple mouvement de sa ceinture ou l'élévation de sa voix suffisait à me faire trembler comme une feuille. Une nuit, alors que j'avais du mal à me mettre à l'aise dans mon lit à cause des bleus et des pleurs de ma mère, j'ai eu une idée ingénieuse pour mettre fin à la douleur et à la souffrance. Faire peur à papa. De toute évidence, il ne savait tout simplement pas ce que ses actions me faisaient ressentir. Mais si je lui faisais peur, comme il me faisait peur, peut-être qu'il changerait ses habitudes. J'ai essayé tout ce à quoi je pouvais penser pour faire peur et effrayer papa directement. Je me cachais et lui sautais dessus, mais il ne bronchait même pas. J'ai même placé un serpent à jouer dans les toilettes, mais cela ne l'a même pas surpris. Finalement, j'ai pensé à détruire son alcool. Je sais que les gens ont peur lorsqu'ils perdent quelque chose qu'ils aiment. Alors, une par une, j'ai versé les bouteilles de mon père dans les égouts et j'attendais avec impatience sa réaction. Je savais que ça lui ferait peur. Cette nuit-là, je me souviens que mon père avait découvert les bouteilles vides et était devenu de plus en plus en colère, encore plus que je ne l'avais jamais vu. Je me souviens qu'il avait quasiment détruit toute la maison. Je me souviens de lui faisant irruption dans ma chambre. Je me souviens de lui et de ses mains autour de mon cou et de ma vision qui virait au noir. Heureusement, ma planification et mon travail acharné ce soir-là ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, mon père vit dans un état constant de peur. Je le regarde toujours. À quel point il est mal et nerveux à tout moment. Chaque fois que je lui rends visite, son teint devient d'un blanc pâteux. Son corps frissonne comme avant et il a des sueurs froides. J'ai tellement effrayé mon père qu'on pourrait croire qu'il a vu un fantôme. 10 règles simples pour survivre à l'apocalypse. Petit 1, trouvez immédiatement un masque respiratoire. Il y a des choses dans l'air, de petites choses microscopiques qui flottent comme du pollen et pénètrent par le nez et la bouche. Si vous êtes déjà sorti et avez senti une odeur sucrée comme de la barbe à papa, il est trop tard. Vos poumons sont sur le point de se liquéfier, lentement, cellule par cellule. Désolée pour ça. Petit 2, ne buvez que dans des ruisseaux rapides. Peu importe si vous disposez d'une unité de filtration d'eau, ne récupérez jamais l'eau des étangs ou des lacs. Ce n'est pas à cause des cadavres, ce sont ceux à moitié morts. Ils peuvent rester là-bas pendant des mois, attendant simplement quelqu'un qui ne sait pas mieux. Petit 3. Éloignez-vous des colonies. Toute colonie à moitié décente a déjà trop de bouches à nourrir. Si vous le demandez, ils vous laisseront entrer. Mais ils ne vous laisseront pas rester. Après tout, ils ont toutes ces bouches affamées. Petit 4. Ne mangez pas les oiseaux. Je ne sais pas ce que sont ces nouveaux oiseaux, mais ils sentent le goudron et leur viande peut vous brûler la gorge. Tenez-vous-en en conserve et au cafard. Petit 5. Il est sécuritaire de voyager la nuit, mais si vous entendez le bruit d'un chronomètre, restez parfaitement immobile et attendez que le soleil se lève. Ils vous dépasseront tant que vous ne bougerez pas. Petit 6. Ne visez pas le cœur ni le cerveau. Visez les jambes si elles peuvent marcher. Visez les bras s'ils peuvent ramper. Ne présumez pas que quelque chose restera définitivement en place. Assurez-vous simplement que vous pouvez courir plus vite qu'eux. Petit 7. Les plaies rouges guérissent avec le temps. Les plaies blanches pourriront jusqu'aux os dans les 48 heures. Retirez le membre, cautérisez la plaie. Cela devrait vous faire gagner au moins quelques semaines. Petit 8. Les vivants ne frappent pas. Si vous êtes enfermé dans un endroit doté de 4 murs et que vous entendez quelqu'un frapper, ignorez-le. Quoi qu'il en soit, vous devez le laisser entrer, et vous ne voulez vraiment pas faire ça. Petit 9. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des anges. Il est normal de voir des êtres faits de douce lumière descendre du ciel. Cela signifie simplement qu'il y a des parasites attachés à vos nerfs optiques. Ils ne peuvent pas vous tuer. Ils vont simplement consommer vos globes oculaires de l'intérieur vers l'extérieur. Petit 10. Et le plus important, laissez toujours une balle pour vous. C'est une chose courageuse et difficile de vivre ici, dans l'après. Mais vous finirez par être fatigué. Finalement, vous verrez que toutes les choses que vous pouvez faire pendant l'apocalypse, survivre, pourrait bien être la pire. Mais ça, c'est à vous de le découvrir. En attendant, bonne chance.
Je n'ai jamais aimé Émilie. Je n'ai jamais aimé Émilie. Non pas qu'elle m'ait jamais fait quoi que ce soit. Elle avait juste ce regard sournois et entendu dans ses yeux tout le temps. Et ce sourire, je sais quelque chose de méchant chez toi. Comme si elle écoutait tous vos secrets. Et pouvait le dire à tout le monde si elle le pouvait. Elle avait aussi une façon d'arriver quand on ne l'attendait pas, sans invitation. Mais elle était là, souriante, sachant qu'elle vous avait surpris. Et que, même si vous ne vouliez pas vraiment qu'elle soit là, votre mère se contenterait de soupirer et de dire « Eh bien, elle est de la famille, comme si. Je ne peux pas lui refuser l'entrée. » Tu te demandes pourquoi tu ne l'aimes pas. Elle ne t'a jamais rien fait, n'est-ce pas? Bien sûr que je ne vais pas la renvoyer, ne sois pas stupide. J'ai donc décidé de faire partir Émilie pour de bon. Je suis allée au parc, et en traversant le pont au-dessus du petit lac là-bas, j'ai poussé Émilie à travers la balustrade et dans le lac froid. C'était plus difficile que je ne le pensais. Mais je l'ai fait passer et je l'ai regardée sombrer sous la surface. Soulagée, je suis rentrée chez moi, libre d'Émilie pour toujours. Ma mère ne m'a même pas demandé pourquoi elle n'était pas avec moi. Probablement parce que quand je suis montée dans ma chambre, il y avait Émilie, assise sur mon lit, souriant, ayant sur le visage ce sourire narquois. Je connais un secret. Elle était encore humide du lac. Mon Dieu, aidez-moi, je vais hurler. Qui aurait cru que les poupées savaient nager? C'est l'histoire de mon amie que j'appellerai V. V est l'exemple parfait d'une maniaque. J'ai plusieurs raisons de faire cette déclaration, mais aujourd'hui, je vais partager avec vous une seule d'entre elles. Après quoi, vous pourrez décider si j'ai raison ou que je la juge trop. Quand V avait 15 ans, elle était très contrariée de la façon dont se déroulait sa vie. Elle n'avait aucun ami, elle avait été victime d'intimidation à l'école, elle avait des problèmes avec sa famille, etc. Elle était solitaire. Elle séchait souvent l'école pour sortir avec des étrangers. Certains d'entre eux étaient très gentils avec elle, et c'est cette gentillesse qui l'a encouragée à s'éloigner de plus en plus de l'école. Quoi qu'il en soit, cette fois, elle vient de passer du temps avec un groupe étrange de personnes. Ce sont ces personnes, prétend-elle, qui l'ont initiée au LSD. Après avoir passé plusieurs moments avec eux et en avoir partagé, elle a décidé de fuir et de vivre à leur côté. Quand elle a partagé ses plans, ils ont ri et ils lui ont dit qu'elle était trop naïve pour faire partie de leur groupe. Mais que si elle le voulait vraiment, elle pouvait rester avec eux à une condition, c'est qu'elle essaye quelque chose ce soir-là. Alors elle est arrivée chez Bucky, le chef du groupe, vers 8 heures et s'est assise et commençait à se demander ce qu'il voulait qu'elle essaye. Elle a attendu pendant un certain temps et a regardé ses nouveaux amis. Elle les trouvait de plus en plus grands à chaque minute qui passait. Elle était en train de se poser la question et envisager de partir. C'est alors qu'un homme qu'elle n'a pas reconnu s'est approché d'elle. Il avait une assiette à la main et dans l'assiette, il y avait de la viande crue. Il lui a dit deux choses. Si elle voulait faire partie de leur gang, elle devait consommer de la viande et qu'elle ne devait pas être confondue avec n'importe quelle viande animale, car la viande appartenait à un humain. Maintenant, cher Jean, si c'était une personne saine d'esprit à la place de V, cette personne saine d'esprit aurait mis un coup entre les jambes de Bucky, probablement, ou aurait appelé les flics en fonction de la dangerosité et de la puissance du groupe, et aurait tenté d'oublier tout ce qui vient de se passer. Mais non. Qu'a fait mon amie au mental incroyablement expérimenté? Elle l'a mangé. Tout. Sans aucune culpabilité ou regret. Elle ne savait pas qui elle avait mangé. Elle ne savait pas d'où provenait la viande. Et honnêtement, je ne pense pas qu'elle s'en souciait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était heureuse d'avoir un nouvel endroit qu'elle pouvait appeler ma maison. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus mangé de viande depuis cette nuit. Ils ne l'ont plus jamais forcée par la suite. C'était entièrement son choix. Mais récemment, elle m'a avoué qu'elle avait des envies. Elle ne savait pas comment garder le contrôle. Elle voulait remanger de la viande humaine. Si vous m'avez écoutée jusque-là, je vous en suis reconnaissante. J'avais besoin de retirer ce poids de ma poitrine. Et pour vous exprimer ma gratitude, je vais vous dire un secret. Il n'y a jamais eu de V. Ceci est mon histoire.